Bonjour Corinne Bott, et bienvenue sur le talk du mondial des CCE. Vous êtes le PDG de Polyglot Group et vous-même CCE. Donc Polyglot, c'est aussi une entreprise de conseil polyvalente. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise que vous avez créée en 1995 en Australie? Tout à fait. Polyglot est un pourvoyeur de solutions en ressources humaines. Nous aidons les sociétés à cross-border, je sais pas comment on dit ça en français, à passer d'un pays à l'autre et à se développer à l'international avec tout ce qui est ressources humaines. Donc de l'externalisation de la paye à la recherche de candidats ou de solutions RH en tout genre, que ce soit du portage ou que ce soit l'externalisation de paye ou l'externalisation de ressources humaines. Voilà, donc Polyglot a commencé en Australie. C'est une société australienne commencée par une Française, donc c'est une société de la diaspora, si je peux dire ça. Bien sûr. Et nous sommes développés sur toute l'Australie. Et puis il y a 4 ans, on a commencé notre expansion internationale. Première filiale en Europe, à Barcelone, qui a maintenant plus de 20 personnes, et qui couvre toute l'Europe. La France arrive en janvier 2018. San Francisco, San Diego, enfin la Californie, il y a 1 an. Et Cape Town, il y a 8 mois, l'Afrique du Sud. Voilà. Où se situe l'Asie là-dedans? Alors l'Asie, on le gère de l'Australie, si j'ose dire. On a des clients en mainland China, donc la Chine, c'est encore autre chose, je dirais. On a beaucoup de rapports avec l'Asie du Sud-Est, mais pas de façon opérationnelle en fait, plutôt avec des partenariats, je dirais. Alors l'Australie a beaucoup profité du développement asiatique et de ses besoins en matières premières pour son propre développement et sa propre croissance. Est-ce que c'est la même chose pour votre entreprise et comment vous percevez le continent asiatique depuis Down Under? Très bonne question. Je pense que l'Australie fait partie du continent asiatique intrinsèquement. Il y a eu un gros changement en Australie. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Australie. Il y avait, je dirais pas une Australie blanche, mais enfin une Australie beaucoup plus tournée vers l'Europe, en l'occurrence vers l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Ça a évolué de façon drastique, pas tellement dans le nombre d'immigrants, je dirais, qui arrivent en Australie. C'est toujours le numéro 1 et toujours le Royaume-Uni, malgré que l'immigration asiatique a bien augmenté. Mais il y a de plus en plus de sociétés asiatiques qui s'installent, pas seulement en Australie d'ailleurs, mais en l'occurrence en Australie, beaucoup plus que des Australiens qui vont sur le continent asiatique, je dirais. Donc c'est une ouverture depuis une quinzaine d'années qui va grandissante. Je pense que pour des sociétés françaises, par exemple, c'est un bon tremplin quand on est une PME. C'est un marché test pour moi, l'Australie, même sur l'Asie. C'est une bonne façon de, sans prendre trop de risques, je dirais, de tester le produit pour après se déployer sur l'Asie en règle générale. Et alors, vous êtes une chantre du multiculturalisme. Oui. Il y a de grosses différences culturelles entre l'Australie et le reste de l'Asie. Oui. Ah oui. Puis alors l'Asie, c'est chaque pays a sa différence culturelle. Voilà. Oui. Et donc je vous repose un peu la question différemment de celle que je vous ai posée juste avant. Vu de l'Australie, comment est perçue l'Asie, le reste de l'Asie? Alors il y a 2 courants de pensée, je pense. Il y en a une où c'est une certaine peur, je dirais, de l'orientalisation, si j'ose dire. Il y a vraiment comment dirais-je, une différence de perspective. Les gens ne voient pas les choses de la même façon parce que les Australiens sont des Européens quelque part. Okay, je dirais que ce sont c'est pas des Américains, mais c'est des Anglais méditerranéens. Voilà. Si je peux. Et du coup, tout ce qui est culture asiatique, ils l'ont pas. Ça évolue parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, que ce soit des Thaïlandais, que ce soit des Indonésiens, que ce soit des Chinois de mainland China ou autres, qui viennent faire des études et qui restent en Australie. Mais c'est relativement récent.
Moi, par exemple, dans le staff de Polyglotte, on a des Vietnamiens, des Thaïlandais, beaucoup de Chinois, surtout dans le département Pérol. Évidemment, il y a beaucoup de comptables, parce que c'est la façon d'arriver en Australie et d'y rester. Donc, et là, on voit les différences culturelles. Même dans pour les milléniums, par exemple, les milléniums européens et les milléniums asiatiques, c'est pas les mêmes milléniums. Enfin, les jeunes de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans. Donc, je pense que il y a deux courants de pensée. La nouvelle génération va avoir beaucoup moins peur. L'ancienne génération est très cautious, et encore je suis politiquement correcte. Donc je pense que on avait parlé rapidement au début de la différence, ne serait-ce qu'entre l'Australie et l'Indonésie. Ça vient de là. C'est comme tout problème culturel, c'est de la non-compréhension et de la peur. Alors ce multiculturalisme, vous en faites aussi la promotion comme une culture d'entreprise. Tout à fait. On vient de gagner le prix d'ailleurs de meilleur employeur pour notre diversité. Et donc, comment les entreprises françaises qui veulent faire des affaires dans la région Asie-Pacifique, comment ces entreprises doivent appréhender ce multiculturalisme dans leur gestion des ressources humaines, votre domaine de compétences, leur recrutement ou leur business en général? Vous parlez en Australie ou... Oui. Oui, parce que en Australie, le sujet est vaste. En Australie, c'est une terre d'immigration. Donc, que vous soyez une société française ou pas une société française, il faut que vous intégriez le multiculturalisme. Parce que toute équipe, que votre boîte soit française, allemande ou purement australienne, ce qu'il n'y en a pas beaucoup, ou même chinoise, vous avez des gens qui viennent de tous horizons. Je pense que ce qui est capital, c'est d'avoir un regard open mind, enfin d'avoir ouvert et de vraiment juger, d'être culture aware en fait, d'avoir. On ne peut pas tout savoir, mais ça n'est pas jugé. Il faut pas être dans le jugement en fait. Et je pense que les sociétés australiennes sont assez bonnes là-dedans parce que déjà ils n'ont pas le choix, parce que vous avez des employés qui viennent de toutes horizons avec divers langues. Il faut rien présumer. Il faut pas prendre les choses personnellement. Donc c'est plutôt un décodage qu'on fait, et c'est plutôt un réapprentissage d'empathie qu'on a beaucoup perdu dans le monde dans lequel on vit. C'est beaucoup de bon sens, hein. C'est vraiment de regarder l'autre en face et de pas prendre personnellement pourquoi il se tient comme ça, ou pourquoi il vous a pas serré la main, ou pourquoi il vous a serré la main comme ça, ou pourquoi il a dit ci, ou pourquoi il a écrit ça. Donc oui, de réapprendre l'empathie de façon à pouvoir aborder les différences culturelles de façon ouverte et dans dans la bienveillance. Alors vous croyez aussi beaucoup en l'entrepreneuriat. Oui. Comment vous percevez la culture entrepreneuriale dans cette partie du monde ? Mais ça n'a rien à voir avec la culture entrepreneuriale en Europe en fait. La grosse différence, c'est que, alors en Australie en l'occurrence, c'est ce que je connais le mieux. C'est un pays relativement nouveau, un peu comme le Canada, où en fait vous êtes prisé quand vous êtes entrepreneur. Chose qu'on n'a pas vraiment en Europe, en l'occurrence en France, ou encore ça commence à bouger, mais qu'il faut qu'on ait le plus. Et sans être prisé et porté sur la première marche du podium, c'est pas ça, c'est surtout d'être soutenu. Et moi, ce que j'ai fait en Australie, j'aurais pas pu le faire à l'époque en France, il y a 30 ans, parce que j'aurais pas été suivie. Déjà, j'étais une femme. Deux, je ne venais pas des bonnes écoles ou des bons milieux, bien que mon école était très bien. J'ai fait les arts et métiers, donc c'est pas une mauvaise école, mais c'était pas dans l'ordre du jour. Vous avez une voie tracée, et je pense que où que ce soit, et en l'occurrence en Europe, les sociétés se préparent à des beaux jours demain, parce que les fameux milléniums, eux, dans cette culture entrepreneuriale. Donc si on les soutient maintenant et dans les 10 ans qui viennent, et si la France sait les soutenir, elle a tout à y gagner. Ils ne sont pas tous entrepreneurs, mais il faut les pousser dans cette voie de prise de risque et de passion.
et pas de train-train, je dirais. Parce qu'ils ont beaucoup à offrir. Et vous pouvez être entrepreneur au sein d'une entreprise. C'est tout à fait conjugable. Merci beaucoup, Corinne Bott. Voilà. Merci à vous.